Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Et j'ai l'honneur de présider cette séance sur la BD, la bande dessinée, comme nouveau support narratif. Et nous regrettons que Maria Manuel da Silva ne soit pas ici avec nous. Et nous avons Chris, qui est un scénariste et qui va nous parler de la BD Plus près de toi, les événements de Thiaroye, enfin plus proche de nous et avec un point d'interrogation. Et Maïté Diallo-Renan, ici avec nous, qui est fille de Doudou Diallo, qui a été condamné lui aussi à Thiaroye, va nous donner elle aussi son témoignage avec des regards d'étudiants, les Bretons et Thiaroye. Alors, sans tarder, je vais introduire Chris. Je vais d'abord juste parler. Toi d'abord. Oui, enfin, je m'appelle Marie-Manuelle da Silva. Et donc, je vais juste, parce qu'elle m'a transmis son papier ce matin à 7h, mais je vais juste lire son introduction et je vais vous projeter son diaporama, mais je suis pas en état ni en mesure, mais juste pour que je lui ai promis de faire quelque chose, puisque je lui ai demandé quand même d'envoyer un petit papier pour introduire notre séance sur la BD. Donc Marie-Manuelle da Silva, son titre c'est « Penser une cartographie des massacres coloniaux à partir de la fiction en bande dessinée, itinéraire poétique et historiographique ». Donc mon intervention s'encadre dans un projet postdoctoral plus ample en didactologie des langues et des cultures, qui sera une réflexion sur les transformations qui traversent la discipline de français ces dernières décennies. C'est selon cette perspective que j'ai décidé d'examiner ce que j'appellerais pour le moment la bande dessinée postcoloniale francophone. C'est le titre d'un chapitre du livre de Anne Miller de 2007 sur la BD française qui s'appelle French Bande dessinée, et de celui d'un livre qui n'est pas encore sorti de Binita Mehta et Pia Pukic, Postcolonial Comics, Text, Events, Identities, Routledge. Alors, elle aurait dit: je voudrais partager aujourd'hui une facette de la phase exploratoire de mon projet qui commencera par une sorte de cartographie de récits de mémoire représentatifs d'une pluralité d'identités, d'imaginaires, de discours autres et des autres, envisagés comme des contrepoints à une histoire officielle et traditionnelle ou même coloniale française. Dans le champ de la bande dessinée, ces BD sont aussi des contrepoints de la bande dessinée coloniale, constitutive d'un héritage colonial et de la bande dessinée d'expression française, provenant d'une longue tradition qu'étudient des auteurs comme Mike Kinney. On se souvient de Tintin au Congo, souvent considéré comme une sorte de catalogue de clichés recyclés de l'imaginaire colonial belge et européen entre deux guerres, dont les représentations ont façonné une vision bipolaire et réifiante de l'autre colonisé. Dans le cadre plus restreint de cette intervention et à cette phase encore tâtonnante de ma réflexion, j'ai choisi de présenter quelques pistes de réflexion à partir de deux bandes dessinées. Donc, Leçon coloniale, BD publiée en 2012 aux éditions Delcourt par Azouz Begag et Djilali Defali, qui aborde le massacre de Sétif. Et donc, La colonne, plus exactement le tome 1, Un esprit blanc. Alors, excusez-moi, mais je vais passer tout de suite à la conclusion, parce que je crois que c'est... Alors, la conclusion... Donc, en guise de conclusion, je vais vous passer quand même les images qu'elle aurait montrées. Mais je crois que voilà. Je trouve que c'est assez... Voilà. Donc, en guise de conclusion, nous avons entrevu avec ces quelques exemples à quel point la reconstitution historique à travers la fiction met en jeu les notions d'histoire et de mémoire, mais aussi les relations complexes entre discours historiographiques, représentations, y compris graphiques, et récits dans des bandes dessinées que l'on pourrait qualifier d'historiques
et qu'il faudrait situer à l'intérieur du champ par rapport au genre institué BD historique ou à la catégorie émergente BD de reportage. Il semble que cette relation entre histoire et bande dessinée soit particulièrement productive si l'on considère que l'interrogation réflexive sur la représentation du passé est une des voies de la valorisation culturelle et esthétique de la bande dessinée, notamment après le canonique Moos d'Art Spiegelman, qui retrace l'expérience de son père dans les camps de concentration en Pologne. Dans une perspective comparatiste, il serait intéressant de confronter différents modes d'appréhension du passé, car les massacres évoqués font l'objet de films et de documentaires qui reprennent à leur façon les topoi du récit historique, comme la lutte des peuples pour leur émancipation ou au contraire leur répression. Ces comparaisons aideraient sans doute à voir de quelle manière la BD transmet, dans sa construction esthétique, l'expérience passée et procède à une construction mémorielle réputée difficile, voire impossible à symboliser. Merci Marie-Manuelle da Silva pour cette réflexion qui de toute façon figurera certainement dans les actes du colloque. Merci à toi aussi, Armelle. Mais il y a quelque chose d'intéressant qu'elle souligne, c'est la BD historique et la BD narrative qui participent d'une certaine construction mémorielle. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si aujourd'hui, moi, je préside une séance sur les BD, parce que j'ai passé toute ma jeunesse à lire des BD. Toute ma jeunesse. Tintin, Rahan, Tex Willer, Zambla, Mr. No, mais je les connais toutes. Et cela m'avait apporté une certaine vision de l'Indien, tel que décrit dans les BD de Tex Willer, par exemple. Et j'ai grandi avec ça. Et nous autres Africains, nous avons de sérieux problèmes à concevoir des outils pour les enfants, pour former leur conscient et leur subconscient dans la réalité mémorielle, mais aussi dans la projection du futur. Je prends un exemple simple, c'est aujourd'hui ce qui se passe avec les jeux vidéo. J'ai des enfants, ils sont férus de jeux vidéo, ce qu'ils savent faire avec ça, moi je ne sais pas le faire. Mais je suis conscient d'une chose, je ne peux pas leur interdire cela, alors que je suis conscient qu'ils sont en train d'ingurgiter tout un inconscient, tout un subconscient qui n'a rien à voir avec nos réalités propres. Mais, grand Dieu du ciel, nous Africains, nous sommes absents sur ce terrain. Nous ne faisons rien du tout, nous ne fabriquons rien du tout en termes de contenu, alors que ce sont des enjeux extrêmement importants d'un point de vue aussi bien culturel qu'économique. Mais nous sommes complètement absents. Et la BD participe de cela. Aujourd'hui, il n'y a pas de production de bande dessinée africaine pour nous relater notre histoire, notre culture, nos réalités, les massacres, la colonisation, l'esclavage. Il n'y a absolument rien du tout. Et je pense que c'est un terrain où nous, Africains, nous devons vraiment nous plonger parce que nous sommes très, très en retard à ce niveau-là. Alors, sans tarder, nous allons laisser Triss nous parler de BD. Oui, bonjour à tous. Je vais profiter de l'absence de ma collègue précédemment pour développer un tout petit peu ce qu'elle aurait sans doute dit en partie, puisque avant de parler de mes propres travaux et surtout de ce qui me vaut d'être ici aujourd'hui, en l'occurrence un projet qui est en cours et dont vous voyez une des pages derrière moi, qui s'appelle effectivement Plus près de toi et que je réalise avec Jean-Claude Fournier. Et cette bande dessinée qui comportera 2 albums, on espère le tout premier fin 2015, mais comme il ne faut jamais être trop optimiste en bande dessinée, on ira plutôt début 2016. C'est malheureusement toujours très long à faire une bande dessinée. Et ce récit abordera effectivement frontalement les événements de Tiaroy, suite à ma rencontre il y a déjà beaucoup d'années, ici même d'ailleurs avec Armelle, autour de son livre à l'époque. Mais je vais, avant d'en arriver là, je vais évoquer effectivement rapidement 2 choses, la bande dessinée documentaire.
également un tout petit peu la bande dessinée africaine, parce que ça serait bien dommage, effectivement, de ne pas en parler un petit peu. La bande dessinée documentaire, c'est un genre qui s'est énormément développé depuis une quinzaine d'années, en France notamment, mais également aux États-Unis. On a cité tout à l'heure Maus de Art Spiegelman, qui a été un des premiers grands livres de bande dessinée considéré comme étant bande dessinée documentaire, qui avait gagné le prix Pulitzer, qui est aussi une des rares bandes dessinées à avoir gagné le prix Pulitzer. Il y a surtout eu un Américain ensuite, dans les années 90, Joe Sacco, qui est considéré aujourd'hui comme le premier BD reporter, c'est-à-dire qu'il se définit avant tout comme étant un journaliste, non pas un auteur de bande dessinée, mais un journaliste qui utilise uniquement le dessin pour ses reportages et qui a beaucoup travaillé sur Gaza notamment, sur la guerre en ex-Yougoslavie également, mais avant tout sur la Palestine et sur Gaza à travers un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Gaza 1956. Pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage à lire un peu ce sommet de la bande dessinée reportage. Mais cette bande dessinée documentaire, elle est en train de connaître de très très belles heures en France, en Belgique, on va dire dans le domaine francophone en général depuis quelques années, avec notamment un auteur qui s'appelle Étienne Davodo par exemple, et avec qui j'avais eu la chance de travailler sur ce livre-là, Un homme est mort, et qui racontait l'histoire réelle du tournage d'un film de René Vauthier pendant les grandes grèves ouvrières à Brest en 1950. Mais évidemment, il n'était pas tout seul. Il a fait partie des premiers livres qui ont eu un grand succès commercial en bande dessinée reportage. Il y avait aussi le photographe d'Emmanuel Guibert, qui raconte l'histoire d'une mission de MSF en Afghanistan et qui mélange, lui, dessin et photos, les photos justement de ce fameux photographe, dont on raconte l'histoire dans ce livre-là. Et parmi un certain nombre d'autres livres, je ne vais pas tous les citer évidemment, qui sont sortis depuis, il y a La Colonne qui vient de sortir, on a vu, de Nicolas Dumonteuil et Christophe Dabitsch, qui évoque donc un massacre colonial. Dabitsch étant journaliste, au départ, le scénariste, donc c'est pas non plus un hasard, ce sont des passerelles qui se créent de plus en plus entre journalisme et bande dessinée. Et ce courant-là est aussi aujourd'hui accompagné par une revue que l'on a créée avec un certain nombre d'auteurs et de journalistes, qui s'appelle la Revue Dessinée, qui est entièrement consacrée à la bande dessinée documentaire de création, c'est-à-dire ce n'est que du reportage, que du documentaire entièrement en bande dessinée, créé spécialement pour la revue, et qui sort tous les 3 mois, et c'est notamment par la Revue Dessinée, dernièrement, que nous avons pu publier notre premier auteur africain, qui s'appelle Didier Kassaï, et qui vit en Centrafrique et qui vivait donc les événements dramatiques qu'on a pu connaître ces derniers temps en Centrafrique, qui nous suivait et que nous suivions nous-mêmes par Facebook, puisqu'il mettait ses pages de reportage sur le vif, en direct, au fur et à mesure de ce qu'il vivait sur Facebook. Et un jour, on l'a contacté tout simplement. Il se retrouvait d'ailleurs il nous a un peu appelé au secours, puisqu'il était en danger à ce moment-là. Et tout en essayant de l'aider, on lui a dit, mais écoute, si tu veux, voilà, est-ce qu'on peut publier tes pages sur le site de la Revue Dessinée pour qu'on puisse aussi en parler, montrer un peu le travail de production de la bande dessinée africaine, qui en réalité non pas se développe, cherche à se développer. Il y a un certain nombre d'auteurs africains, certains qui viennent travailler en France, ils sont encore très peu nombreux, néanmoins il commence à arriver. Le problème de la bande dessinée, c'est souvent que ça coûte justement très cher aussi à produire, qu'il n'y a pas, et à vendre également. Le prix des bandes dessinées en France font qu'elles sont très très chères à l'étranger également souvent. Donc il manque aussi un marché pour que les auteurs puissent en vivre et puissent se consacrer entièrement à leur art. Donc en l'occurrence, pour Didier Kassaï, justement, on l'avait embauché au sein de la revue, on y tenait, et donc nous l'avons payé évidemment au même tarif que nous payons des auteurs qui résideraient en métropole, qui travailleraient pour la Revue Dessinée. Donc voilà, tout ce courant de bande dessinée documentaire, il se développe, et il se développe principalement parce que la bande dessinée a des spécificités qui ne sont pas obligatoirement au-delà du journalisme écrit ou du journalisme télévisé ou autre, mais qui a ses propres armes, et parmi lesquelles, évidemment, il y a la possibilité de recréer
tout ce dont on aurait besoin et dont on n'aurait pas les documents, ou dont on n'aurait pas les photos, ou dont on n'aurait pas les films, mais dont on sait par le recoupage de différents témoignages ou d'autres documents que cela s'est passé à peu près ainsi, etc. et tout ça. L'avantage même du récit en bande dessinée, c'est que souvent, le récit, l'enquête documentaire en elle-même devient aussi matière à récit. C'est le cas de Joe Sacco dans Gaza 1956, qui cherche à reconstituer un massacre de l'armée israélienne en 1956, finit par trouver un certain nombre de témoignages et met une hypothèse en place sur ce qui s'est passé, et tout d'un coup découvre d'autres témoignages qui changent sa vision des choses. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il redessine à nouveau la scène du massacre pour dire finalement ça s'est peut-être passé comme ça. Et puis à nouveau il trouve d'autres témoignages et donc il revient à nouveau dessus, il dit peut-être finalement ça s'est passé comme ça. Et ça permet de vraiment aller fouiller dans toutes les arcanes possibles d'une enquête pour se dire tiens voilà peut-être que d'après ce témoignage voilà ce qu'il raconte et on le montre. Un autre témoignage voilà ce qu'on a découvert depuis, voilà ce que ça donne. Étienne Davodo dernièrement dans un récit qui est publié dans la revue Dessinée où il reconstitue la mort du juge Renaud fait exactement la même chose. Ils ont un premier témoin qui leur raconte un certain nombre de choses, il le dessine, et le témoin, voyant les pages arriver, décide de changer son témoignage, en disant « Ah non, attendez, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. » Sauf que si. Non, ils avaient la preuve sur bande audio que c'était comme ça. Du coup, ils ont inclus dans le récit que le témoin les contactait en disant « Finalement, j'ai pas tout à fait dit ça. » Et donc, ils ont publié sa deuxième version, mais tout en laissant la première, évidemment, à l'intérieur. Et ça sont des jeux qui sont extrêmement ludiques à faire en bande dessinée, puisque tout est recréé par le dessin, ça reste du récit. Ça serait certainement plus lourd à faire par écrit ou en vidéo, au cinéma ou à la télévision. Et à côté de ce courant purement documentaire, puisque la bande dessinée n'est que recréation, même si on s'appuyait, si on avait des photos précises de tout ce dont on voudrait parler, malgré tout, ça resterait une recréation par le dessin, même une photo très précise. C'est tout de même un dessinateur qui la recrée. Donc à la fois, elle a longtemps été suspectée de jamais dire la vérité, justement, puisque bon, de toute façon, c'était une recréation permanente d'un auteur, alors que la photo ou des images prises sur le vif pouvaient avoir valeur de preuve absolue. On sait aujourd'hui ce qu'il en est des manipulations par la photo ou par les vidéos, donc les gens sont également revenus, et finalement finissent par accepter assez bien, voire mieux parfois, le témoignage dessiné, puisqu'au moins le témoignage dessiné ne se planque pas derrière une soi-disant objectivité, puisque le style d'un dessinateur est inimitable, on reconnaît le dessin immédiatement d'un auteur, donc de toute façon le dessin crie jeu en permanence. Voilà, c'est une obligatoire subjectivité, vous me dites il n'y a jamais rien d'objectif, mais là au moins c'est affiché en panneau lumineux en 4:3 que c'est quelqu'un qui vous raconte une histoire, c'est pas une histoire, c'est une histoire racontée par. Et cette subjectivité obligatoire, quelque part, a fait que souvent les auteurs de bande dessinée s'investissent également à l'image, c'est-à-dire que se représentent eux-mêmes en train de vous raconter cette histoire. Ils apparaissent à l'image. C'est le cas de Joe Sacco dans tous ses livres, c'est le cas d'Étienne Davodo dans un certain nombre de ses livres, c'est le cas de Guibert également dans Le Photographe. Et il y a une sorte de sincérité dans le récit qui font que les gens sont touchés, acceptent de le recevoir tel qu'il est, c'est-à-dire une vision, un regard, mais qui oblige aussi les auteurs à justement affirmer ce regard-là. Ce qui est pour moi le premier intérêt d'un récit, c'est d'où on parle, qui me parle, et ça on ne s'en cache pas. Derrière moi, vous avez la couverture d'Un homme est mort, que l'on a donc fait avec Étienne Davodo. C'est un témoignage à partir vu du côté des grévistes, on va dire, sur qui les forces de l'ordre avaient tiré ce jour-là. La couverture est rouge, on aurait pu faire une couverture bleue et dire qu'un homme avait été appréhendé un peu rudement par la police. Ça aurait peut-être été la même histoire, mais vue différemment. Au moins, on affirme ce regard-là. Ça n'empêche pas que cette subjectivité, elle doit être honnête, autant que possible, c'est-à-dire qu'Un homme est mort a été 5 ans de travail, pour Étienne et moi, 5 ans de recherche, à enquêter, à retrouver les témoins, à retrouver les archives, etc., pour que cette histoire, qui est une histoire vraie, j'aime pas ce terme, mais qui est une histoire qui a existé en tout cas, on sait qu'on a dû recréer 90% des scènes, hein, tous les dialogues quotidiens, on ne sait évidemment pas ce qu'a vécu un personnage à la seconde près pendant une semaine à 70 ans de distance, donc on est bien obligé d'imaginer les dialogues, d'imaginer plein de petites scènes qui au final nourrissent finalement 90% du récit. Mais ce récit, sa colonne vertébrale, son squelette, est
tous les événements importants qui sont rapportés, les noms, les faits réellement, sont sourcés, sont défendus justement par des documents. J'ai des masses de documents là-dessus. On s'est fait évidemment un petit peu attaquer quand le livre est sorti. J'ai adoré pour le coup être contredit en plus un peu partout sur Internet, puisqu'on avait une telle masse de documents et que tout ne pouvait pas apparaître dans le récit. J'en ai profité pour étaler tout ce que nous avions trouvé et démonter justement certains témoignages inverses. Et c'est un historien qui a trouvé un peu le terme pour définir ça et qui sera justement la façon dont on va travailler sur Plus près de toi, autour de Tiaroy. C'est Nicolas Offenstadt qui a écrit la préface à un autre de mes livres qui s'appelle Notre mère la guerre, qui évoque la Grande Guerre. Et Nicolas Offenstadt appelle ça une fiction d'archives. C'est-à-dire qu'on assume le fait de devoir passer par la fiction pour raconter parfois un événement au plus juste, mais cette fiction, elle est vraiment sourcée, appuyée sur les travaux d'historiens, sur des témoins, tous les témoins que l'on peut rencontrer, sur des sources que nous-mêmes avons parfois découvertes, etc. Et pour en venir désormais à plus près de toi, ce récit est né justement ici, en venant un jour parler d'un homme est mort, et où j'ai rencontré Armel, qui a à ce moment-là travaillé sur son livre Prisonnier de guerre oublié, mais qui n'était pas encore sorti, et qui, commençant à me raconter l'histoire de ces tirailleurs africains et des événements de Tiaroy, mais également surtout à ce moment-là des tirailleurs africains qui avaient été retenus, gardés prisonniers en Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, me dévoilait un épisode que j'ignorais, mais totalement. C'est pas juste que j'en avais peut-être vaguement un peu entendu parler, je l'ignorais totalement. Et j'ai pourtant une famille qui a beaucoup combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon arrière-grand-père avait rejoint De Gaulle dès le 20 juin 1940 et a fait une grande partie évidemment de la guerre en Afrique, à la tête justement d'une compagnie de tirailleurs. Et son fils, mon grand-père, était résistant dès l'âge de 16 ans et demi et a participé à beaucoup de combats ici en Bretagne. Et pourtant, de cette mémoire très importante sur la Seconde Guerre mondiale, jamais on ne m'avait parlé de cette présence de soldats africains, non seulement gardés prisonniers en Bretagne, mais aussi du coup dans les rangs de la résistance, qu'un certain nombre d'entre eux avaient pu rejoindre. Donc ça m'a intrigué. J'ai suivi les travaux d'Armel pendant un certain nombre d'années, le temps qu'elle-même développe de son côté le récit. Et j'ai pris le temps de devenir un tout petit peu, beaucoup moins qu'Armel en l'occurrence, mais légitime par rapport au sujet. C'est-à-dire que pour Un homme est mort, c'était ma ville. Brest, mon grand-père avait participé à ces événements, etc. C'était ma mémoire familiale. Là, évidemment, pour Plus près de toi et Tiaroy, c'était absolument pas le cas. Donc il faut prendre le temps de rentrer en immersion dans le projet, de comprendre autant que faire se peut, encore une fois, avec la distance et une culture qui n'est pas la mienne, ce qu'ont été ces hommes, pour ensuite essayer de raconter leur histoire à travers une fiction, pour le coup, puisque ça me donne une liberté de récit que j'apprécie, qui est pour moi une sorte de... J'appelle ça mon véhicule, c'est-à-dire que le meilleur moyen en bande dessinée pour... on va dire, faire passer certains messages ou une histoire qui vous tient à cœur, c'est d'abord d'avoir une bonne histoire. C'est avant tout de surtout pas oublier qu'on raconte une histoire. Et les auteurs de bande dessinée ne sont pas des historiens. Moi, je ne suis pas un historien, je suis un raconteur d'histoire. Mais un raconteur d'histoire que je vais puiser dans l'histoire réelle. Alors j'essaye avant tout de trouver un récit qui va me permettre de mettre en valeur cette histoire des tirailleurs africains et de Tiaroy. Pour ça, je suis parti de différents témoignages, de différents personnages réels, de différentes sources. En l'occurrence, en partie de l'histoire familiale de Maïté qui est juste à côté de moi. Je vais vous montrer quand même la photo qui m'a décidé, Maïté m'en voudra pas, hein, qui m'a décidé à me lancer dans cette histoire. C'est une photo qui m'a beaucoup ému, qui m'avait été passée par Armel. Donc sauf erreur, c'est toi ? Voilà, hein, au milieu, voilà, au milieu de ce beau couple brito-africain ou africain-breton, et une photo un petit peu plus loin où tu es accompagné, alors non pas d'un petit frère, hein, mais d'un autre métis brito-africain qui s'appelle Pierrot, c'est ça, hein, Maïté ? Et ces deux photos, quand je les ai trouvées, là, tout de suite m'ont fait naître
l'idée de ce qui allait donner plus près de toi, où je me suis dit, il faut raconter ça justement comme une histoire d'amour. Parce que c'est une histoire avant tout de sentiments, c'est quand même une histoire d'identité, etc. et tout ça. Ces gens, ces soldats qui sont venus en Bretagne malgré eux, qui ont été gardés 4 ans, puis qui ont été renvoyés comme des malpropres, et avec les conséquences ensuite que l'on connaît. Le meilleur moyen pour entrer en empathie avec eux, c'est d'être nous-mêmes. Je m'adresse avant tout à un lectorat français quand même au départ, qu'il y ait un personnage français justement fort dedans et qui rentre en empathie et en complicité avec un de ces jeunes soldats. Donc j'ai imaginé une histoire d'amour tout simplement entre un tirailleur qui s'appelle Yéli, dont on a vu l'image au moment où il part, où il quitte l'Afrique pour rejoindre la France, avant la campagne de 40, il est mobilisé en 1939. Et ce Yéli a une histoire un peu particulière, c'est qu'il allait être ordonné prêtre. Il est issu d'une famille de dignitaires sénégalais, donc c'est quelqu'un qui fait partie de la bonne société sénégalaise au moment où les événements de 39-40 se déclenchent. Son père a lui-même combattu pendant la guerre 14-18 et il allait être ordonné prêtre, mais il se fait qu'il est le seul fils de la famille et en âge de porter les armes, et que son père décide qu'il faut absolument qu'il s'engage, comme lui-même l'avait fait 20 ans avant, puisque on est français, ils sont citoyens français, on est français, et donc si les Allemands nous attaquent, il faut aller défendre la patrie. Donc Yéli est obligé d'arrêter ses études de prêtre, s'engage dans l'armée, va connaître le destin d'un certain nombre de ces soldats africains pendant la campagne de mai-juin 40, c'est-à-dire d'abord la défaite, puis la capture, manquer d'être fusillés, et eux vont être sauvés finalement par un officier allemand, puisqu'il y en a eu aussi quand même, sans doute moins nombreux que ceux qui ont ordonné des massacres, mais il y a eu aussi des officiers allemands qui ont réussi à éviter que des soldats prisonniers africains soient fusillés par leurs propres troupes. Et donc ce jeune soldat, Yéli, qui pour le reste de sa compagnie passe pour être un prêtre. Voilà, il n'était pas tout à fait encore, mais enfin il allait le devenir, donc il passe un peu pour le prêtre de la compagnie, doit donner l'absolution justement à ses camarades qui vont être fusillés, et puis au dernier moment ils sont sauvés, mais ce faisant, il endosse un peu définitivement la défroque d'un prêtre, et lui-même l'accepte relativement bien, puisqu'après tout, c'était ce à quoi il était destiné. Donc il devient une sorte d'aumônier du camp de prisonniers, où il se retrouve incarcéré en Bretagne, après un rapide passage par l'Allemagne, sauf que notre ami Yéli va tomber amoureux. Voilà. Et qu'officiellement, d'ailleurs, il n'est pas prêtre, donc il le peut très bien. Mais il va y avoir cette double transgression, qui est une histoire d'amour entre une Française blanche et un tirailleur africain noir, ce qui évidemment n'est pas toujours simple à vivre dans la France de Vichy, et même après d'ailleurs, mais encore moins dans la France de Vichy, et en plus le fait que lui-même était prêtre et va avoir une histoire d'amour. Donc c'est toute leur histoire, c'est aussi pour ce qui explique le titre, Plus près de toi, qui a évidemment cette connotation religieuse en plus de cette connotation amoureuse, et c'est leur histoire que va raconter Plus près de toi. Au final, Thiaroye va occuper sans doute seulement un tiers du deuxième volume, ça sera 2 tomes de 62 pages. Thiaroye en lui-même, vraiment les événements vont occuper la 20-25 dernières pages du récit. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre Thiaroye si on n'a pas justement suivi tout l'itinéraire d'un soldat qui se serait engagé en 39-40, qui aurait connu cette campagne, puis l'emprisonnement, puis le renvoi puis la résistance pour certains d'entre eux, puisque ça va être le cas de Yéli. Il s'évade à un moment donné, rejoint les rangs de la résistance, avant finalement d'être envoyé en Afrique. Donc à travers un seul personnage, qui est accompagné d'un autre, il y a un autre de ses amis très proches, Ibrahim, qui est avec lui, et qui lui aussi a une amie française. L'histoire de ces 4 personnages, 2 principaux, 2 secondaires, vont me permettre, j'espère, si on y arrive, d'embrasser justement un peu l'ensemble de la condition de ces tirailleurs africains, des Français et des Bretons pour le coup qui les ont aussi aidés, puisqu'il ne faut pas oublier que quand même un certain nombre de solidarités se sont mis en place et ont perduré après-guerre. J'aimerais qu'on retrouve justement cette histoire-là, évidemment pour la ramener en lumière, évidemment pour ne pas oublier aux heures d'aujourd'hui, Dieu sait si on en a besoin, que la France, effectivement, elle s'est très rarement réduite à son territoire métropolitain tel qu'il l'est aujourd'hui. Et pour m'accompagner sur ce projet, c'est Jean-Claude Fournier, que la plupart des Bretons ici connaissent, qui est considéré comme le premier auteur de bande dessinée breton, pour le coup, qui avait repris Spirou, notamment pendant une bonne quinzaine d'années, avec un album qui a toujours fait date chez nous, qui s'appelle Spirou et l'Ankou. Voilà, évidemment, pour qu'un auteur de bande dessinée arrive à mettre l'Ankou dans une série nationale comme Spirou, il fallait bien s'appeler Jean-Claude Fournier.
Et Jean-Claude m'a demandé depuis longtemps justement de lui écrire une histoire. Et je lui avais dit, bah, écoute, d'accord, mais je te ramène en Bretagne. Alors, et puis il y a ça. Il y a cette histoire-là et j'adorais te voir dessus. Et Jean-Claude, au début, on avait très peur parce qu'il dit, tu sais, moi j'ai un dessin enfantin, j'ai un dessin rond, gros nez, franco-belge, très, voilà, très marqué par ce qu'on appelle l'école de Marcinelle, le journal Spirou. Raconter une histoire aussi dramatique, ça va être très compliqué pour mon dessin, je vais aller vers quelque chose de plus réaliste. Et je lui ai dit surtout pas. La bande dessinée, quand elle veut faire trop de réalisme, elle singe la photo. Elle n'est pas là dans son vrai langage. Là où la bande dessinée est plus forte, c'est qu'elle sait justement symboliser beaucoup de choses en peu de dessin. C'est que la caricature, elle est parfois la meilleure façon de rendre, encore une fois, le réel, en tout cas de mettre l'accent sur ce qu'il a de plus important dans ce réel à souligner. Et l'aspect dramatique ou l'émotion, etc., après, c'est du scénario, c'est de la mise en scène, mais ça passe évidemment, et on l'a vu avec Spiegelman, qui a un dessin extrêmement naïf et qui fait passer une émotion terrible en parlant des camps de la Shoah. Au contraire, à travers un dessin comme ça, c'est souvent très adapté. Et encore une fois, c'est aussi le genre de bande dessinée qu'on lit aussi beaucoup en Afrique. Il y a aussi une tradition là-bas. Beaucoup d'auteurs africains ont un style comme ça, très marqué aussi par l'école de Marcinelle. Donc voilà, on est parti là-dessus. Je vais vous faire défiler juste quelques pages rapidement pour terminer. Alors voilà Jean-Claude Fournier, au fait, hein, tant qu'on y est. Voilà. Alors il est un peu vert parce que c'est moi dans le scénario où je lui ai dit « Oh ben fais-toi en prêtre ». Enfin je l'avais marqué dans le scénario, et un prêtre qui ressemble étrangement à Jean-Claude Fournier, qui est un des maîtres d'école de Yéli. Et puis après coup il a dit « Je suis con, j'aurais dû te dessiner avec l'autre à côté ». Et je lui ai dit « Ah ben ouais, on n'y a même pas pensé ». Non, pour le coup, les deux se ressemblent. Non, pour le coup, je ne l'ai pas écrit en y pensant. Mais bon, vous voyez l'histoire qui démarre, j'ai oublié quand même de vous le dire, l'histoire est racontée justement, démarre après-guerre. Alors sans vous dévoiler toute l'histoire, mais on le sait dès la première page, en l'occurrence, Yéli est donc mort à Tiaroy, et on a donc son fils ici, Ambroise, qui est tout jeune, évidemment, ça se passe en 1950, pardon, il a 5 ans, commence à se poser des questions sur cette histoire-là. Ils sont en Bretagne, hein, et donc c'est voilà, ces deux gamins qui ne sont pas frères et sœurs, mais qui sont chacun issus d'une union bretonne, africaine comme ça, et qui ont été inspirés par la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est celle-ci. Et à partir de là, voilà, on part en arrière, en flashback, on démarre en septembre 1939, où on apprend la déclaration de guerre, où Yéli venait de recevoir sa tenue de prêtre, et l'essaye, et on est tout fier. Et finalement, donc son père voilà, l'oblige à s'engager dans l'armée française, et il va donc partir. Ensuite, vous avez, donc après les scènes d'incorporation, vous avez une scène assez longue quand même sur juin 1940, près de Lyon, où justement il y avait eu beaucoup de massacres de tirailleurs sénégalais, et où là on va prendre connaissance du deuxième personnage important, qui est celui-là, qui est Ibrahim, qui arrive à échapper lui au massacre, et qui tombe donc sur Yéli, qui est caché dans le bois avec une compagnie qui est encore en état de se battre. Bon, ils vont quand même être capturés, et ensuite, après un rapide séjour en Allemagne, ils vont se retrouver en Bretagne, près de Guingamp. C'est un village imaginaire, évidemment, toujours, encore une fois, pour avoir une certaine liberté, mais ça regroupe un certain nombre d'éléments qu'on peut retrouver dans les différents camps bretons entre 40 et 44, et à partir de là, l'histoire va principalement se dérouler dans ce village, et avec les prisonniers, etc. Très bien. Voilà, 5 minutes, c'est bon, je suis bien. Oui. Voilà. Merci à Chris, et nous te souhaitons un projet abouti. Oh, je pense que c'est bien parti, hein. Ça paraîtra chez Dupuis, au fait, aux éditions Dupuis. Voilà. Bon, ben avec le talent que tu as montré ici, c'est sûr que cela ira crescendo. Alors, je pense que c'est important ce qu'il nous présente, que dans l'imaginaire des individus, surtout des enfants, il faut essayer d'imprimer des choses. Et le titre qu'il met plus près de toi, bien sûr, cela évoque une histoire d'amour, une histoire de cœur, de sentiment.
mais surtout d'humanité et d'humanisme. Hein. Ce sont des, comme on a dit, derrière l'uniforme, derrière la guerre, derrière tout ça, il y a quand même des êtres humains qui sont faits de chair et d'eau. Et c'est important qu'il y ait cette approche qui montre que finalement, qu'on le veuille ou pas, les individus se retrouvent. Aujourd'hui, entre la France et l'Allemagne, il y a des retrouvailles. Hein. Ça a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, beaucoup plus... Entre la France et l'Angleterre, hein, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais les gens, finalement, ils se retrouvent quelque part. Et la bande dessinée, elle a cette spécificité de ne pas être confinée à des frontières données. Aujourd'hui, vous prenez une bande dessinée faite par Chris, vous montrez ça à un jeune Afghan, il s'y retrouve parce qu'il est dans un univers ludique qui lui permet de faire marcher son imaginaire et son inconscient, son conscient. Et surtout, l'univers de l'enfant, c'est le jeu. Donc, à travers le jeu, on peut lui apprendre, on peut lui donner des choses importantes. Et Chris le dit, hein, il y a une subjectivité permanente, mais tant mieux, parce que quelque part, c'est de la créativité aussi, cette subjectivité-là, et c'est de l'inventivité, et chacun a le droit de sortir cela. Alors, il y a quelque chose, par contre, Maïté, c'est bien vous sur la photo? J'ai beaucoup changé. Non, mais non, mais elle a embelli, vous ne trouvez pas? Oui, c'est gentil. Alors, vous avez la parole. Bon, j'ai envie de commencer par une petite anecdote, parce que c'est vous qui m'y faites penser par rapport à l'humanité. J'ai commencé à raconter tout à l'heure à table une histoire à Yves que je n'ai pas terminée. C'est lorsque mon père est reparti, il était donc prisonnier dans un stalag très, très près de la ferme où habitait ma mère, et il a demandé, par l'intermédiaire de je ne sais pas qui, à me revoir. Et c'est une histoire, enfin, c'est un souvenir que j'avais, et je croyais que c'était un faux souvenir. J'avais le souvenir, toute petite, d'avoir été dans un endroit où il y avait beaucoup de gens en uniforme, mais je pensais que c'était peut-être des pompiers. Et puis, j'entendais un bruit de pas, et je sentais que mon père se rapprochait. Je ne voyais pas le visage de mon père, mais j'entendais un bruit de pas. Et quand je racontais ça à ma mère, je ne voyais pas ce que c'était. Donc je pensais que c'était un faux souvenir, que toute petite, je n'avais pas pu me souvenir d'un truc comme ça. Et un jour, à table avec des amis, elle raconte que quand mon père est reparti, elle est donc allée me conduire dans ses bras au stalag, et on n'a pas voulu qu'elle rentre. Mais par contre, il y a un soldat allemand qui a dit « Mais moi, je vais l'emmener voir son papa ». Il m'a pris dans ses bras et il m'a emmené voir mon père. Et c'est ces bruits de pas que j'entendais. Et donc, c'est une jolie histoire, je trouve, pour commencer. Par rapport au fait que la guerre, c'est pas que du négatif. Il y avait des gens bons partout. Et mon père a gardé essentiellement un souvenir de la bonté des gens qui l'ont accueilli en Bretagne. C'est surtout de ça dont il m'a parlé, beaucoup plus quand j'ai pu le rencontrer, parce que je l'ai rencontré qu'à 26 ans, beaucoup plus que de Thiaroye, même s'il en a parlé un peu aussi. Mais ce qu'il m'a transmis, c'est plus le fait qu'il était sans haine. Et que, quand il est revenu, puisqu'ensuite il est revenu, je vais vous raconter un peu la chronologie par la suite, c'est toujours plutôt en personne reconnaissante qu'il revenait en Bretagne. Alors, pour l'histoire, ma mère était sa marraine de guerre, enfin, ou une de ses marraines de guerre, parce qu'il est possible qu'il y en avait plusieurs, dans la mesure où ils ont été prisonniers dans plusieurs endroits à la fois. J'ai été reconnue par mon père, et il devait revenir après le fait d'être parti à Dakar, il devait revenir. Comme il n'est pas revenu, ma mère l'a pris pour un abandon, puisqu'elle n'a pas pu avoir de connaissance de Thiaroye, bien sûr. Donc, le contact a été rompu. Mais ma mère m'a obligée, enfin m'a incité tous les ans par la suite, pendant toute mon enfance et mon adolescence, à écrire à mon père pour lui offrir mes vœux. Ce que j'ai fait. Et puis, bon, il répondait bien sûr,
par la suite. Mais on se disait vous. Enfin, moi, je lui disais vous. En tout cas, j'ai dit, cher papa, je vous souhaite une bonne année, etc. Mais ça a sans doute maintenu quand même le contact. Et un jour, des cousins m'ont écrit pour me dire je suis votre cousin, est-ce qu'on peut correspondre? Donc j'ai su que je n'étais pas une enfant cachée au Sénégal, puisque des cousins avaient connaissance de mon existence. Je suis allée avec mon mari au Sénégal en profitant du service militaire d'Hervé, qui est là. Et on est allé travailler 2 ans au Sénégal, mais c'était surtout pour voir à petits pas qui était mon père. Est-ce que c'était un homme bien? Est-ce que c'était un salaud? J'en savais rien. Et je penchais plutôt pour l'idée que c'était quand même pas un type bien, puisque ma mère ne m'avait pas forcément... Enfin, je n'avais pas le droit à l'histoire. Je ne pouvais pas poser de questions. C'était comme une chose interdite, des choses dont il ne fallait pas parler. Donc je suis allée là-bas et un peu comme Yves, prise de court, parce que arrivée dans l'endroit où je pensais que mon père travaillait, nous avons demandé est-ce que c'est ici que travaille El Hadj Doudou Diallo. On nous a dit, enfin un monsieur nous a dit, suivez-moi, je vais voir. On a pensé qu'il allait voir un registre pour voir si c'était bien là qu'il travaillait, et il nous a emmenés dans son bureau. Donc on s'est trouvé en face de mon père que j'ai reconnu, puisque je l'avais vu en photo, bien sûr. Lui, il ne pouvait pas me reconnaître. Et il nous a dit, messieurs, dames, vous désirez. Et donc là, j'étais obligée de lui dire qui j'étais. Bon, c'est vrai que c'était dans un cadre, il n'était pas dans sa famille, donc je ne venais pas là comme un cheveu sur la soupe, mais en même temps, j'avais envie de l'approcher d'une manière plus discrète que comme ça, quoi. Et il a mis un certain temps à encaisser le choc, et ensuite il est parti d'un grand rire que je n'oublierai jamais, tellement il était heureux. Ensuite, il m'a présenté à partout, il essayait de se dire c'est ma fille, enfin il était vraiment très très heureux. Donc ça s'est bien passé. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce de reconstruction familiale qui s'est passée. Mon père revenait souvent en France, puisqu'il était président des anciens prisonniers de guerre et des anciens combattants. Donc il revenait souvent en France, et là il a repris contact, il est venu chez nous. On habite Béton à côté de Rennes. Là, ma mère est venue de Rennes. Ma mère était mariée depuis, et j'avais une petite sœur. Ma mère est venue de Rennes et l'a rencontrée chez nous. Ensuite, on est allé manger, bien sûr, dans la semaine chez ma mère et son mari et sa fille. Et plus tard, 12 ans après, peut-être, on est parti au Sénégal, mon mari, nos 2 enfants et ma mère. Et donc là, je les entendais dire, nous avons nos petits-enfants, enfin, il y avait les petits-enfants, leurs petits-enfants en commun qui étaient devant eux. Enfin, il y a eu vraiment une reconstruction familiale, une famille très large, hein, puisque mon père avait aussi des enfants au Sénégal. Et donc, ça a fini par être une belle histoire. Donc, alors, par contre, ce que je pourrais dire, peut-être, dans ce que j'ai connu de l'histoire de mon père, un peu comme Yves, j'ai fait une allergie à l'histoire et aux dates. J'ai énormément de mal à me souvenir des dates. Je ne supporte pas de me souvenir des dates. Enfin, je crois que l'histoire, ça a été vraiment un truc trop dur. Je commence à m'y mettre, un peu aussi grâce à Armelle. Mais j'ai commencé à avoir une bribe d'histoire à 26 ans, lorsque j'ai rencontré mon père et qui nous a expliqué un peu ce qui s'était passé. Sauf que l'émotion est tellement forte à ce moment-là qu'on ne retient pas la moitié de ce qui est dit. Et qu'après, on a regretté de ne pas avoir écrit ou de ne pas avoir enregistré. Ensuite, j'ai commencé à avoir d'autres informations par un film de Bernard Rapp qui est passé sur FR3 il y a déjà longtemps, je ne vous dirai pas la date. Quelques émissions de radio aussi, dont la date m'échappe complètement. Et puis ensuite, par le film d'Armelle et puis comment ça s'appelle, Violaine, qui oublié et trahi au moment du 60e anniversaire de la Libération. Et là, ma mère était invitée parce qu'elle avait répondu. Elle avait répondu quand vous aviez demandé s'il y avait des gens qui avaient connu des personnes pendant la guerre, enfin des personnes d'Afrique. Hein. Elle avait répondu, mais ensuite elle ne voulait plus répondre. Mais elle avait quand même reçu l'invitation pour ce film. Et elle m'a proposé de venir avec elle. Donc je suis allée avec elle. Alors moi, j'étais complètement effondrée pendant le film. Donc j'étais tellement effondrée que je pleurais tout le temps, ce qui fait que je n'ai pas pu du tout intervenir, ni pendant, ni après. Donc j'ai attendu un certain temps de me remettre. Et puis j'ai fini par aller voir Armelle parce qu'on parlait d'un monsieur de beaucoup d'anciens combattants qui se retrouvaient autour d'une école qui s'appelle l'école Papa Gueffal. Et donc je suis allée lui dire que c'était mon père qui s'occupait de cette école et qui s'en est occupé jusqu'à la fin de sa vie.
Et donc à ce moment-là, Armelle a commencé à me donner des informations sur mon père, entre autres des procès-verbaux des emprisonnements, toutes ces choses que je ne pouvais pas savoir, enfin, que je savais un peu par mon père, mais il ne s'était pas étalé là-dessus. Il n'en avait pas tellement parlé. Et puis je n'avais pas de date, je ne savais pas pendant combien de temps il avait été en prison, je ne savais pas ce qu'il avait répondu. Enfin, et je savais bien qu'il avait fait de la résistance un peu par ma mère, parce que quelquefois elle a collaboré, j'ai envie de dire, sans le savoir, enfin, sans bien comprendre. Elle sentait bien qu'elle se mettait en danger, mais elle ne savait pas exactement. Elle n'avait pas toutes les informations. Voilà, elle n'avait pas toutes les informations. Donc j'ai des informations qui me sont venues par mon père, que j'ai pu recroiser avec celles que j'avais de ma mère. Et c'est surtout Armelle, après, qui m'a donné petit à petit, au fil du temps, un certain nombre d'informations. Ce que j'ai retenu directement de mon père, c'est qu'il était sujet et non pas citoyen. Ça, c'était quelque chose qu'il tenait à nous faire savoir que je ne savais pas. J'ai entendu ça plusieurs fois, mais à l'époque, il y avait 4 villes au Sénégal où les gens étaient considérés comme citoyens et le reste, c'était des sujets. Donc, il essayait de nous expliquer ce que c'était pour eux, ce statut de sujet. Une chose qu'il a beaucoup détesté aussi, c'est le langage qu'on voulait leur faire parler. Il tenait beaucoup à parler un très bon français. Il faisait ce qu'il pouvait, mais vraiment, il tenait à parler, et pas à parler sabir, je crois qu'on dit. Il a dit que, enfin, il nous disait que lui et les autres, ils avaient vraiment l'impression de défendre la mère patrie, qu'ils y croyaient complètement. Donc ils ont été effectivement déçus après avoir été s'être sentis égaux avec les Français, les frères d'armes. Merci. Ouf, voilà, c'est ça que je cherchais, avec leurs frères d'armes. Et donc, certainement que ça a participé aussi aux prises de conscience conduisant à l'indépendance après. Cette claque après, voilà. Bon, je pense que ça suffit peut-être. Et vos petits-enfants, ces petits-enfants... Je lui pose la première question quand même. Et ces petits-enfants ont conscience de toute cette histoire qu'ils portent aussi? Oui, bon, c'est toujours difficile avec ces enfants de savoir jusqu'à quel point ils sont conscients, mais le fait qu'ils sont allés au Sénégal à 10 et 12 ans, enfin un âge, ou 12 et 14 même, à un âge où ils ont pu être immergés dans la famille sénégalaise, je pense les a aidés aussi parce qu'ils ont pu parler avec les uns et les autres. Et puis, ça a permis aussi, pour moi aussi d'ailleurs, de connaître des frères et des sœurs là-bas qui donnent encore des témoignages de leur façon à eux d'avoir vécu la situation. Eux, ils ont su que mon père voulait revenir en France. Ils ont su qu'il avait décidé, mais qu'il ne pouvait moralement pas revenir après. Et donc ça, il leur l'a expliqué. Et ça permet aussi aux petits-enfants d'avoir des liens avec des oncles. Enfin, même si c'est difficile de reconstruire une famille quand on n'a pas été élevé par ses parents, mais pour les enfants, ça recrée d'autres liens. Donc les liens, on les a tissés un peu tout seuls, quoi, de bric et de broc. Merci Maïté pour ce témoignage. Vous avez la parole. Vous d'abord? Bah oui. Vous êtes combien? 4. On leur laisse la place. On se met juste derrière. Donc bonjour. Donc on est, comme le groupe de ce matin, on va vous parler de notre travail d'investigation qui va aboutir par la rédaction d'un article. Donc on est 6 étudiants dans ce groupe. Donc moi-même, Tiffaine Guillaume, Romain, Aurore, Merwan et également Pauline et Rodolphe, mais qui ne vont pas pouvoir parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc nous, on s'est intéressés au regard des élus locaux sur le massacre de Thiaroye,
puisque les tirailleurs sénégalais massacrés à Tiaroy sont partis de Bretagne, de Morlaix, le 3 novembre 1944. Et du coup, il nous semblait intéressant d'avoir de nouveaux avis sur ce massacre, et à savoir le point de vue des Bretons, et particulièrement des élus. Donc pour connaître le regard de ces élus, nous avons interrogé plusieurs personnes. Alors d'abord, le maire de Trévé, Joseph Collet. Nous l'avons rencontré parce que sa ville est la seule à notre connaissance qui ait une stèle en hommage aux tirailleurs sénégalais de Tiaroy. Il nous a raconté l'arrivée des tirailleurs, je cite, « 300 tirailleurs qui refusent de partir de Morlaix et qui sont envoyés ici, à Trévé, le camp dans lequel ils ont été détenus. C'est un camp qui a été construit en 1939 pour accueillir des réfugiés du nord de la France qui fuyaient devant l'envahisseur. Ce sont des soldats français détenus sur le territoire français par des Français. La stèle des tirailleurs sénégalais qui se trouve à Trévé serait là, selon Joseph Collet, pour expliquer l'origine des baraquements. De plus, c'est de ces stèles que partent les commémorations du 11 novembre de cette commune. À la suite de la publication d'une photo d'un tirailleur sénégalais dans un hebdomadaire local, transmise par Amer Mabon, les gens ont commencé à discuter entre eux et à se souvenir de la présence de ce camp en novembre 1944. Grâce à cela, un livre qui regroupe plusieurs témoignages d'habitants a pu être écrit. Nous n'avions jamais vu de noir. Pour lui, l'État n'est pas pressé de revenir sur ses possibles erreurs et n'est pas préoccupé par cette histoire, car des phénomènes présents les occupent déjà, mais la réhabilitation des tirailleurs sénégalais devrait se faire par un discours plutôt que par un procès. Nous sommes également entrés en contact avec Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la région Bretagne chargé de la culture et des pratiques culturelles. Pour lui, si jamais l'État reconnaît sa possible erreur, c'est une affirmation de force et non un aveu de faiblesse. La logique d'un procès serait donc légitime puisqu'il s'agit des valeurs fondamentales de la République. Il nous a précisé, je cite, « À mes yeux, une République mature, une République qui vit, tout simplement sur la base de vertus républicaines, ne doit pas avoir peur de la vérité, même quand cette vérité est tragique. Elle est tragique en l'occurrence, mais rien n'est pire que le non-dit. L'oubli est une sorte de perte. » Pour Jean-Michel Le Boulanger, le procès apportera avant tout la reconnaissance aux victimes et à leurs familles. Il a été difficile d'avoir l'avis des élus locaux sur cette histoire. Le sujet reste sensible. Notre investigation est toujours en cours. Nous avons contacté la mairie de Morlaix, mais après plusieurs relances, les élus morlaisiens tardent à s'exprimer. Nous avons aussi eu un contact par mail avec le sénateur du Morbihan, Michel Le Squarnec, qui devrait répondre à nos questions prochainement. Le travail d'enquête, c'est comme le travail d'archives, cela prend du temps et il faut toujours prendre du recul vis-à-vis des sources qu'on utilise. Finalement, notre contribution à ce colloque, même infime, nous a permis de nous questionner sur les sources de l'histoire, le rapport entre l'histoire officielle et le travail des historiens. Étant donné que nous sommes dans une filière sociale, notre approche de l'histoire se tourne davantage vers l'humain. C'est pourquoi pour nous, une reconnaissance des faits tragiques du passé nous semble essentielle pour le mieux vivre ensemble. Après tout, avouer ses erreurs reste une preuve de force et non de faiblesse. Merci. Chris. Merci à ces étudiants qui suivent les traces de leurs professeurs, qui les intéressent à l'histoire. Et surtout, le travail de terrain est important pour les étudiants. C'est normal, les élus, vous allez voir, ils vont vous donner certes des réponses, mais avec les politiques et les académiques, c'est très bien que vous soyez tout de suite en contact avec eux, car vous verrez que souvent, la mayonnaise est compliquée, en tout cas. Alors, donc la parole est à vous, pour vous adresser aussi bien aux étudiants, à Maïté qu'à Chris. Juste demander, Ngo, c'est tout prêt, est-ce qu'on peut avoir des témoignages directs de
C'est pour les étudiants, ça? Oui. Non, on passe. Je demande à des ratons, mais je crois que... Non, madame, vous-même, vous semblez d'un certain âge. Vous vous souvenez de quelque chose en 44? Oui, mais moi j'étais à Pontivy. Ah, d'accord. J'ai des souvenirs, mais bon, c'est comme tout le monde de la guerre, quoi. Y a-t-il quelqu'un ici dans la salle qui était témoin de quelque chose en 44? Non. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Micro. J'ai demandé... Venez ici. Je peux l'allumer, là. Du coup, le titre, c'est « Nous n'avons jamais vu de noir ». Nous n'avions jamais vu de noir. Jamais vu de noir. Collecte Pour des ce- témoignages de l'époque. Voilà. Voilà. Le plus facile, c'est sur Internet encore, Oui. les sites Amazon ou autres. Faites une recherche sur le net, Oui. s'il vous plaît. Parce que même en commande en librairie, c'est quasi impossible à l'avoir. Donc faites une recherche sur le net, par expérience. Très Voilà. bien. Autre chose? Oui. On va sortir des jeux vidéo maintenant avec, qui relatent des faits historiques, la guerre 14 puis la Révolution. Est-ce que vous allez participer à cette évolution, à cette nouvelle aventure? Non, pas encore. C'est plus après les questions d'opportunité, mais effectivement, je vois ce dont vous parlez. Il y a un très beau jeu vidéo qui est sorti sur la guerre 14 pour le centenaire, mais qui est un projet de longue date déjà, où j'ai des amis qui ont participé pour le coup au niveau des dessins. C'est une sorte de jeu d'aventure qui permet aussi de prendre conscience de la vie des soldats au quotidien. Si on me propose quelque chose comme ça un jour, oui, j'irai, ouais, certainement. Ouais. Parce qu'il y a un gros travail scénaristique à fournir, évidemment, dedans. Toutes les formes scénaristiques différentes m'intéresseraient, donc oui, je tenterais bien à l'aventure. Après, le seul souci avec les jeux vidéo, comme avec le cinéma, par exemple, c'est que c'est une véritable industrie. La bande dessinée aussi, mais nous, on est quand même plutôt de l'artisanat encore. Hein. Les budgets engagés ne sont pas du tout les mêmes, les pressions non plus. Et donc, à l'arrivée, la liberté de travail. Faire, par exemple, un jeu vidéo sur Tiaroy, ça peut faire sourire, justement, ça nous ferait sourire, je pense. Je crois que vous pouvez vous lever tôt. Hein. Et pour avoir en plus un jeu de qualité, évidemment, si c'est pour avoir un minimum de moyens pour faire quelque chose qui puisse aussi toucher un public le plus large possible, puisque c'est pas une question de gagner de l'argent ou autre, c'est une question qu'on écrit pour être lu ou qu'on fait un jeu pour être joué, enfin bon, etc. Donc évidemment, plus il peut toucher de monde, mieux c'est. La bande dessinée a cet avantage d'être très peu cher à produire, d'être très souple dans sa logistique et de jamais concerner que 2, 3, 4 personnes, nous auteurs, l'éditeur, et donc d'avoir une liberté du coup de travail qui est extrêmement importante. Je le vois puisque j'ai plusieurs bandes dessinées adaptées en ce moment au cinéma, et c'est quand même, et le jeu vidéo s'en rapproche aujourd'hui, hein, donc c'est notre paire de manches. Mais ça serait très intéressant. Ouais. Très bien, merci. Madame Mercier. Oui, moi c'est pas du tout une question. Je voulais juste remercier Madame Diallo-Renan et Monsieur Habibou de nous faire cet énorme cadeau de leur témoignage. C'est vrai que les témoins ont tendance à disparaître et que vous nous fassiez partager votre histoire familiale et avec tout le côté humain que ça a, je trouve ça particulièrement touchant et important. Voilà, c'était juste ça. Très bien. Oui, allez-y, madame. Oui, c'est une question pour Chris. Est-ce que vos lecteurs, est-ce que la bande dessinée ou même le jeu vidéo, on peut y croire? Est-ce que vos lecteurs croient que c'est une histoire vraie, que les informations que vous donnez sont véridiques?
Oui, c'est une question importante. Ça aurait pu être moins le cas il y a encore une quinzaine d'années. Même au moment de la sortie d'Un homme est mort, je me souviens d'avoir lu sur le net des réflexions genre ah oui, mais enfin c'est une bande dessinée, tu vois, c'est une BD. Alors gentiment en plus, hein, c'est souvent pour te faire un compliment. Voilà, évidemment, ça ne l'est pas du tout. C'est extrêmement méprisant. Même quand on est invité souvent sur des grandes radios ou des grandes télévisions, la première phrase qu'on vous dit quand vous faites de la bande dessinée documentaire, croyant vous faire plaisir, justement, c'est vous dire ah mais c'est pas vraiment une BD. Hein. Là, vous êtes à chaque fois les bras mentons, on a envie de leur dire indéniablement si, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc il y a toujours ce côté un peu suspect, oui, éventuellement sur bande dessinée documentaire. Alors on a combattu ça d'une façon très pragmatique pour certains des livres, et c'est le cas pour Un homme est mort, et je pense que ce sera le cas pour Plus près de toi, c'est qu'on a rajouté un dossier historique également à la fin. Un homme est mort, un dossier historique de 16 pages, qui pour le coup, et je le tiens à chaque fois, est confié à des personnes extérieures, non pas aux auteurs. Dans Un homme est mort, je raconte aussi l'aventure du livre, mais bon, c'est juste l'aventure éditoriale. Mais c'est Pierre Le Goïc, un historien, qui a fait l'article historique, il y a un témoignage de René Vauthier, un témoignage d'un des grévistes, etc. Donc pour Tiaroy, idéalement, évidemment, ce dossier sera confié à Armel, en l'occurrence, en tout cas sa direction, un minimum, et il y aura différents témoignages, j'espère celui de Maïté si elle accepte à terme. Tout ça est encore en construction, mais ça permet d'appuyer ça. Et puis, aujourd'hui, quand même, on a gagné une légitimité depuis une dizaine d'années qui permet quand même de, justement, à force d'être passé sur des radios, sur des télés, etc., qui permet d'accéder à ça, quoi. Alors moi, je voudrais... Oui. Jeux vidéo, c'est beaucoup moins, sans doute beaucoup moins vrai. Mais bon, étape après étape. Voilà. Mais moi, je voudrais juste dire à ce niveau-là que, ayant consommé beaucoup de bandes dessinées dans ma tendre jeunesse, je puis dire que cela dépend du public cible. Si vous avez, par exemple, des gens qui ont entre 20 ans plus, ils peuvent essayer de comprendre, de rationaliser, oui, c'est vrai, il y a un scénario, etc. Mais pour un jeune de moins de 15 ans, souvent, ce que vous lui donnez, il le consomme. Et je pense que ça se forge aussi dans son imaginaire. Oui. Une question pour Chris, et puis avoir une petite information en termes de BD, parce qu'elle n'est peut-être pas très connue. À La Réunion, on a eu une production, La Grippe coloniale, qui a été un grand succès en bande dessinée. Une très belle production. Oui, La Grippe coloniale évoquait effectivement les soldats de La Réunion, hein, et a été, quand il est sorti, c'était au début des années 2000 peut-être, hein, 2003, 2004 peut-être, dans ces eaux-là. C'était 2003-2004, ouais. Ils ont mis presque 10 ans pour faire le tome 2. Pour faire le tome 2, malheureusement. Ouais. On a enfin eu la fin. Ouais, ce sont des choses qui arrivent, mais La Grippe coloniale avait gagné un prix à Angoulême, hein, par exemple. Hein. Ça avait été un album qui avait eu un impact assez fort dans le monde de la bande dessinée. Mais c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, l'avantage de la bande dessinée, même si elle est franco-belge ou domaine francophone beaucoup, elle s'exporte assez peu. Hein. On est un peu traduit en Europe, un peu aux États-Unis, mais assez peu ailleurs. C'est quand même le dessin qui est quand même le langage universel par excellence. Hein. Tout le monde dessine, hein, quoi qu'on fasse. Hein. Vous avez peut-être, la plupart d'entre vous, abandonné à un moment donné de dessiner, mais il n'empêche qu'avant de parler et d'écrire, vous avez tous dessiné. Et ce langage universel qui est le dessin et donc la bande dessinée permet quand même effectivement de le mettre un minimum entre toutes les mains, quoi. Et aujourd'hui, nous on signe des contrats chez Gallimard, puisque je travaille principalement pour Gallimard, autrement par ailleurs, où justement on accepte que nos droits soient divisés par beaucoup, pour le coup, pour que ces bandes dessinées puissent partir en Afrique, par exemple, et être vendues à des prix qui ne soient pas... Enfin, aujourd'hui, c'est 15 €, hein, une bande dessinée comme la mienne, c'est vraiment un budget. Donc, pour aussi que cette culture bande dessinée puisse se diffuser facilement à l'étranger, même si... ça dépend des pays, évidemment, la langue n'est pas maîtrisée. Donc voilà, il y a cet avantage quand même de l'universalité de la bande dessinée qui fait qu'on peut aborder beaucoup de sujets. J'avais une question. Vous avez expliqué avec votre rapport avec Fournier sur le dessin réaliste. Alors, bon, c'est purement personnel, mais j'adhère complètement parce que moi, j'ai rien trouvé de plus pénible que les BD dites, ce qui était sorti, l'histoire de France en BD, où bon, c'était ni de l'histoire ni de la BD. Donc, par contre, j'ai du mal un petit peu à vous suivre autour de vos hésitations de définition. Pour moi, ce que j'ai vu, bon, qui me rappelle la grippe coloniale dans les extraits que vous montrez, on est dans le domaine du roman en BD, comme pouvait être Dumas en roman historique. Et
j'ai un petit peu l'impression que vous cherchez des justifications de légitimité où il n'y en a pas besoin. Finalement, on est face à une œuvre de création où vous donnez un contexte historique qui est le plus vrai possible. Pourquoi chercher d'autres termes de définition comme ça, presque comme s'il y avait un besoin de légitimité que vous avez peur de ne pas avoir alors Ah non, j'en ai rien à faire. Pour être clair, hein. J'en ai absolument rien à faire de la légitimité puisque je sais pourquoi je fais des livres et sur quoi je les fais. Je sais très bien, surtout, les questions qu'on nous pose. D'accord ? Donc je les prépare. Hein. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais des livres qui sont, on va dire, qui encore une fois essayent de poser un regard sur le monde dans lequel on vit et qui vient donc en partie de l'histoire. Et donc je sais quelles questions vont revenir de façon sempiternelle devant. Et je l'ai vu pour un homme est mort plein de fois. Donc au bout d'un moment, des fois, en bien comme en mal, hein, c'est-à-dire que souvent on va me dire, mais vos bandes dessinées, vous faites un travail d'historien. Non, je tiens quand même à cette nuance, encore une fois. Un historien est tenu à quand même l'exactitude et la vérification de tout ce qu'il avance, et après il émet des hypothèses à partir de ce qu'il a, mais il ne peut pas quand même s'avancer en terrain totalement inconnu ou non sourcé ou non illuminé suffisamment, etc. Nous, oui. Justement, nous, on a cette liberté de pouvoir aller derrière la porte qui ne veut pas s'ouvrir. Parce que, malgré tout, on sait à peu près quand même souvent un minimum ce qu'il peut y avoir. Et si on ne le sait pas, même, la bande dessinée ou un récit permet d'aller poser les questions, justement, de se dire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière cette porte. Notre mère la guerre est une suite de questions historiques, par exemple sur la Grande Guerre, les fameux comment ont-ils tenu, etc., comment sont-ils sortis de cette Grande Guerre, etc., les hommes qui l'ont faite. Et le récit nous permet d'imaginer ça. Mais je sais justement que soit on va me servir régulièrement, votre livre est un livre historique. Non, le livre historique, il faut aller lire Armel, par exemple. Moi, je vulgarise ça et j'en fais un récit. Voilà, un récit, encore une fois, sourcé, donc une fiction d'archives. Ça me va très bien. Et on y réfléchit quand même beaucoup à ça, parce qu'en plus, à travers la revue dessinée, on nous a beaucoup posé ce genre de questions-là. Encore une fois, qu'elles soient, soit on est suspect, soit au contraire, c'est presque un peu trop romantique, ou enfin je veux dire on nous dit ah vraiment ce que vous faites c'est génial et puis si vous n'étiez pas là, non moi je suis pas là sans Armel. Très bien. Vous êtes raconteur d'histoire, vous l'avez dit. Oui. Très bien. Est-ce que sur des sujets durs comme les massacres coloniaux, la Shoah ou la Grande Guerre, la BD et les auteurs en particulier sont traversés par les questions que pourrait poser l'esthétisation de la violence? Est-ce que c'est une question qui se pose en bande dessinée de la même manière que ça peut se poser dans le cinéma ou même dans la littérature? Ouais, c'est une vraie question en permanence qu'on a beaucoup eu sur Notre mère la guerre, que l'on va avoir là. Les pages que vous avez vues défiler, je ne me suis pas arrêté longtemps dessus, mais il y a un officier allemand qui tue de sang-froid un officier français qui tente, lui, de défendre ses hommes. Ensuite, on en a un autre, un officier blanc, métro, qui tente de défendre ses tirailleurs. On en a un autre un peu plus loin qui les abandonne. À travers cet épisode, on a pour le coup les deux attitudes, et les deux attitudes ont existé. Ça a posé beaucoup de problèmes à Jean-Claude de comment représenter un type qui prend une balle à bout portant, etc. et tout ça. Alors, c'est vrai que le dessin peut neutraliser pas mal ça, surtout dans un style à Jean-Claude. On sait très bien qu'un type qui prend une balle en pleine tête, c'est vraiment pas joli à voir. Et là, on a un jet de sang, etc. Mais c'est lisible par un gamin. Un gamin, il sait que quelqu'un qui prend une balle dans la tête, a priori, il y a du sang, mais c'est lisible par un gamin de 10 ans, quoi. Mais c'est vrai qu'à quel moment on utilise cette violence pour en faire justement quelque chose de racoleur, un peu. Encore une fois, il faut essayer d'écouter, d'être sur le ressenti. Notre mère la guerre a une scène en 4 albums qui vraiment met la violence en scène et qui la chorégraphie, effectivement, qui la rend spectaculaire ou autre. Mais indéniablement, on ne peut pas nier le fait qu'un bombardement, si on n'est pas dedans et dessous, c'est spectaculaire. Que aussi la violence, les combattants eux-mêmes parfois l'ont esthétisé, etc. et tout ça. Donc c'est extrêmement difficile de rester sur ce fil-là d'équilibre, de ne pas être racoleur, et pourtant de montrer quand même. Alors il faut suggérer. Moi je crois beaucoup à l'ellipse, au hors-champ, ce qui est effectivement une des armes de la bande dessinée en plus. On ne sera jamais aussi fort que vous. Voilà, ce que la personne peut, mais parfois il faut quand même montrer un petit peu pour qu'ensuite le reste du cerveau fasse la mécanique. Et voilà, on n'effraie pas en montrant des boyaux, etc. On effraie en faisant sentir que le type vient de se faire étriper. Très bien. Alors, c'est très intéressant ce que Chris nous dit, parce que effectivement, le dessin est le premier langage humain. Aujourd'hui, dessiner une vache, montrez-la à n'importe quel individu sur Terre,
il saura que c'est une vache. Mais dites vache à quelqu'un qui parle guatémalais, vous lui dites vache en français, il ne saura pas ce que vous êtes. Et vous savez par exemple que l'écriture est née avec le dessin. Les premières écritures, ce sont des dessins. Et par exemple, le français qui a beaucoup pris de l'arabe, par exemple, le alif, c'est le A en français, le ba, c'est ta, etc. C'est B, le ta, c'est T, et tout ça. Le alif, c'est l'être humain, le ba, c'est la bouche, le ta, c'est le visage, etc. C'est comme ça que les Arabes ont inventé, ont mis en place leur système d'écriture. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant, et c'est pour ça que le dessin, il ne faut jamais le négliger. La bande dessinée est un outil très très puissant qui peut arriver à réconcilier des individus, une mémoire, et aussi à projeter dans le futur. Alors sans plus tarder, Armelle. Oui, juste parce que en fait, cher Fatify, qui a beaucoup travaillé aussi sur le massacre de Thiaroye, c'est un historien sénégalais que connaît aussi Martin, devait être là, mais bon, pour X raisons, il n'est malheureusement pas là. Mais nous savons faire des miracles. Et donc, Bendiaye Beye a contribué largement au miracle, puisque c'est un cinéaste, Bendiaye Beye. Et donc, il ne se connaissait pas. Hein, et donc, j'ai demandé à Bendiaye Beye de retrouver Cher Fatify pour qu'on puisse écouter quand même quelques paroles de Cher Fatify, historien sénégalais, qui puisse nous dire un petit peu ce que c'est que Thiaroye pour lui. Donc, je voudrais juste qu'on puisse projeter un peu, voilà, ces paroles. Merci. Donc on va finir par une note de cinéma, hein, ce qui est parfait. Enfin, c'est pas du cinéma, c'est un témoignage. Hein. Bah oui, bah, ouais. C'est projeté là. Oui, c'est projeté. Je m'appelle Cher Fatify, professeur de l'Université de Dakar. Je m'appelle Cher Fatify, je suis sénégalais, professeur d'université et spécialiste de didactique de l'histoire, c'est-à-dire comment on enseigne l'histoire. Je suis titulaire d'un doctorat de l'Université de Paris 7 en France. Et cette pièce a pour titre Aube de sang. Aube de sang. Et j'ai voulu rappeler que ces dramatiques événements qui vont avoir lieu la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, ça s'est passé à l'aube. Et ça a une signification particulière, c'est un choix colonial, évidemment, que ces événements
se déroule à Londres. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette pièce de théâtre en 5 tableaux. Donc, au bout de 100, ça s'intitule. Si on cherche à comprendre le fond du problème, il est évident qu'il ne s'agit pas d'une mutinerie, contrairement à ce que l'administration coloniale a voulu véhiculer. Il s'agit d'un fait bien planifié par les autorités coloniales, même si on comprend bien que des revendications ont été en quelque sorte exprimées par les tirailleurs. Et c'est contre cela que l'administration a, dans le cadre d'une planification bien précise, c'est la thèse que je retiens sur cette question, donc une planification de ce geste qui a consisté à les mitrailler en cette aube du 1er décembre 1944. J'ai peut-être fait ça un peu de façon particulière. En réalité, à lire cette pièce de théâtre Aube de sang, il y a une part de vérité intrinsèque. J'ai donné à l'histoire toute sa part. Je n'ai pas fait de la fiction simplement. J'ai voulu que tout ce qui se passe dans la pièce de théâtre soit l'expression d'une situation historique donnée, et donc une part de vérité. J'ai véritablement, par exemple pour les hommes, j'ai donné des noms qui ne correspondent pas au nom des tirailleurs forcément, mais c'est pour dire qu'il y a des tirailleurs sénégalais qui sont des Moussis, qui sont des gens du sud de la Casamance, qui sont des Sérères, qui sont des Toucouleurs, qui sont de la Guinée, qui sont des Bakayoko, etc., etc. Donc, c'est le nom que j'ai choisi, mais ça exprime des personnages. C'est-à-dire qu'il y a des Sénégalais, effectivement, mais parmi ces tirailleurs sénégalais, nous n'avons que le terme de Sénégalais. Ils sont tous, c'est-à-dire des Guinéens, des Ivoiriens, des Burkinabés, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des Soudanais, des Mauritaniens, des Sénégalais, bien sûr, etc., etc. Je pense que tous ceux qui auront l'occasion de lire cette pièce et qui chercheront que dans l'histoire comprendront que cette pièce de théâtre n'est qu'une expression d'une véritable conception ou compréhension de l'histoire, une interprétation de l'histoire. En réalité, c'est ça que je veux faire. Ce procès, de toute évidence, il faut rappeler qu'avant qu'il y ait procès, il y a des morts. Ceux qui sont tombés sur les balles coloniales en cette aube de sang. En dehors des morts, il y a des blessés. Les chiffres sont avancés par l'administration coloniale. Leur crédibilité, évidemment, pose problème ici, parce que quand on parle de 35 morts, 35 blessés, 35, et 34 qui vont passer devant le tribunal,
on a bien l'impression que c'est vraiment des chiffres fabriqués. Quelle est la question telle qu'elle se pose? C'est que de toute façon, il ne peut pas s'agir d'un procès qui soit un procès juste. Parce qu'un procès juste suppose qu'il y ait d'abord des acteurs qui aient des défenses devant l'accusation. Ici, les acteurs sont des militaires, les concernés. Nous sommes devant un tribunal militaire dans une volonté coloniale de condamner. Et c'est pour cette raison que, sans défense particulière, évidemment, ces soldats ne pouvaient qu'être condamnés à de longues peines. Et vous vous rappelez très bien que ces peines ont été très très lourdes, jusqu'à 10 ans parfois, même si elles n'ont pas toujours été exécutées jusqu'à terme. Mais c'est pour marquer simplement la volonté du colonisateur de montrer sa force par rapport aux tirailleurs sénégalais. Mais c'est dans quel tribunal on est? C'est peut-être ça la question. Le problème n'est pas d'avoir seulement des avocats. Et rappelez que nous sommes devant une cour militaire. Et qui dit cour militaire dit évidemment que les avocats, même si les avocats sont des civils, ils sont, je vais dire, un simple complément dont on ne tiendra nullement compte pour l'essentiel. Et ça, c'est pas seulement au Sénégal. Il y a le cas de l'Algérie, il y a le cas de Madagascar, il y a le cas, je l'ai dit, de Saïko, etc., etc. Tous ces procès en période coloniale, quand ça a concerné les tirailleurs, bien entendu, les civils ne sont qu'une partie, je l'ai dit, insignifiante dans la défense. Et c'est pour cela que les peines ont été lourdes. Et si ces peines ont été lourdes, c'est que simplement cette volonté de montrer l'exemple entre guillemets de la France, de montrer qu'elle est maîtresse de la situation. Et si nous rappelons que ces tirailleurs sont au nombre de 1285, au moment où ils débarquent du Circassia au port de Dakar, avant d'être conduits au camp militaire de Thiaroye, un camp de dépôt à l'époque. Donc, de ces tirailleurs, comment on a pu sélectionner cela qu'on va faire passer devant le tribunal? C'est une simple volonté de désigner les responsables pour l'administration coloniale. Il y a effectivement des historiens, même en France, qui s'intéressent à la question de manière générale, pas seulement de Thiaroye, mais des procès coloniaux, des massacres qui ont eu lieu. Et à la fin de ce mois de novembre, il va y avoir à l'université de Lorient, en France, un colloque international auquel vous êtes invité du reste, et exactement la même situation que moi, mais je ne pourrais pas y aller. Donc, il y a des gens qui s'intéressent aux massacres coloniaux. Et en s'intéressant aux massacres coloniaux, c'est pour faire la part de vérité. Parce que, de toute évidence, l'administration coloniale française a tout fait pour masquer sur toutes ces questions de massacre la vérité elle-même. Que ce soit à Madagascar ou ailleurs, c'est la même situation qu'on va avoir. Donc il y a des historiens en France qui s'intéressent à cette question. Ce n'est pas tous les historiens français, bien entendu, on le comprend bien. Ici, au Sénégal en particulier, avec l'Université de Dakar dans son ensemble, au département d'histoire, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cette question. Et ça rentre dans le cadre général de faire dire la vérité à l'histoire de notre pays. Et donc, beaucoup de nos collègues
historiens, mais également d'autres qui ne sont pas forcément des historiens, sont en train de s'intéresser à la question pour qu'il y ait une part de vérité, pour qu'il y ait la vérité elle-même. Le président de la République française, François Hollande, a promis, lors de son passage ici en 2012, de faire revenir les archives relatives à Thiaroye. On attend, pourvu que ces archives soient exactement sans être dénaturées, qu'elles soient les véritables archives concernant Thiaroye. C'est pour ça que je parle de l'archive vraie. Allez, si on nous donne des choses qui ont été préfabriquées au sens de triturer, au sens de, je vais dire, auquel on veut faire dire autre chose. À partir de ce moment, elles n'auront pas beaucoup d'utilité pour nous, parce qu'elles vont être une contre-vérité. Et je crois que c'est dans le même sens qu'il faut comprendre ce qui se passe présentement avec Thiaroye, au cimetière de Thiaroye. On est en train de blanchir les murs, de blanchir les tombes. Tous ces tirailleurs, personne ne sait même qui ont resté fusillés en ce 1er décembre 1944, personne ne sait où ils sont. Personne ne sait où sont les tombes. Parce que là, il y a une question de fond, c'est que plusieurs sources disent qu'ils ont été enterrés dans une fosse commune à l'intérieur du camp de Thiaroye. D'autres sources disent que c'est à ce qu'on considère aujourd'hui comme le cimetière de Thiaroye, pour lequel je disais tout à l'heure, on est en train de blanchir les tombes, mais des tombes anonymes, bien alignées. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu, sous la présidence du professeur Ibader Thiam, à l'époque, premier vice-président de l'Assemblée nationale, une commission d'historiens qui a travaillé, moi j'ai fait partie de cette commission, au moment où le gouvernement s'apprêtait à réaliser l'autoroute à péage. L'autoroute à péage devait passer par le camp militaire de Thiaroye. Donc la commission présidée par le professeur Ibader Thiam était destinée à trouver les voies et moyens qu'il y ait des fouilles archéologiques là où va passer l'autoroute à péage. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que dès qu'on aura mis le béton et le reste, il ne sera plus possible de savoir s'il y avait des tombes ou pas. Et donc la commission a travaillé très longuement pendant plusieurs séances et sessions. Et Mme Aminata Niang, à l'époque, qui était directrice de l'APIS, a donné un accord de principe pour qu'il y ait des fouilles. Mais à la curiosité générale, c'est que sans une mise en œuvre réelle, l'autoroute à péage est passée dans le camp. Aujourd'hui, en dehors de ce camp, en tant que tel et en dehors de l'autoroute, nous avons un hôpital qui est dans le camp. Nous avons des écoles élémentaires, des collèges, etc., dans ce camp. Et ça signifie simplement que pour retrouver s'il y a tombe commune ou fosse commune pour ces tirailleurs dans le camp, ça va être difficile de retrouver du point de vue historique. Alors, j'arrive maintenant à la question du cimetière de Thiaroye lui-même. Ce qui est sûr et certain, c'est que ces tirailleurs massacrés en cette aube du 1er décembre 1944 soient enterrés là-bas, la probabilité est particulièrement faible. Et je dis pourquoi. Pourquoi? Parce que simplement, la première des choses, c'est qu'on comprend vraiment de la manière avec laquelle on s'est débarrassé de ces tirailleurs, qu'on leur rend l'hommage quelconque, en leur faisant des tombes aussi bien alignées, etc., etc. Et puis même là, la question des chiffres se pose. Est-ce que ces tirailleurs qui ont été enterrés dans le camp, et qu'on nous dit être au nombre de 35, en tout cas on retrouve 202 tombes, exactement le chiffre, 202 tombes bien alignées au camp militaire de Thiaroye, en 3 sections. Et je dis bien, l'administration coloniale de l'époque, de la manière avec laquelle elle s'est débarrassée de ces tirailleurs, elle ne peut pas le rendre honorable en alignant nos tombes.
la crédibilité d'une telle chose est peu probable. Et c'est pour ça que j'estime que ce qui va être fait, même par ces chefs d'État qui vont arriver, et dans le programme duquel il est prévu une visite au camp militaire, plutôt au cimetière militaire, à mon avis, ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a aucune vérité qu'il soit là